La porte du manoir s'ouvrit avec un silence qui coupa l'air. Thomas Bennett ne rentrait jamais à la maison avant 7 heures du soir. Mais ce jour-là, une réunion annulée le ramena à 16 heures. Il laissa la mallette en cuir dans le hall d'entrée, desserra sa cravate et marcha vers le salon, s'attendant à trouver ses filles regardant la télévision ou se disputant comme elles le faisaient toujours. Ce qu'il vit le paralysa complètement. Ses 4 filles jumelles étaient assises en cercle sur le sol du salon. Chacune d'elles tenait une bougie allumée dans les mains. La nouvelle nounou se trouvait au centre, les yeux fermés, murmurant des mots que Thomas ne parvenait pas à comprendre. Les rideaux étaient tirés. La pièce était dans la pénombre. Et le plus perturbant, les filles étaient totalement immobiles, comme si elles étaient en transe. Thomas sentit son sang se glacer. Quel type de rituel était-ce? Que faisait cette femme à ses filles? Il fit un pas en avant et une planche du parquet grinça. La nounou ouvrit immédiatement les yeux. Les filles tournèrent la tête en même temps, comme si elles n'étaient qu'une seule personne. Pendant un instant, Thomas pensa à crier, à arracher ses filles de là, à appeler la police. Mais alors quelque chose d'inattendu se produisit. La plus jeune des 4, Emma, sourit. Un sourire sincère, paisible, comme Thomas n'en avait pas vu depuis 2 ans. La nounou se leva lentement, avec un calme déconcertant. C'était une femme simple, d'environ 50 ans, aux cheveux gris attachés en un chignon bas, aux mains rugueuses comme celles de quelqu'un qui avait toujours travaillé dur. Elle s'appelait Grace Sullivan, et elle avait été engagée seulement 3 semaines plus tôt, après que 18 autres nounous avaient abandonné le poste. Grace regarda Thomas avec ses yeux sereins et dit d'une voix douce, « Monsieur Bennett, vous êtes rentré tôt aujourd'hui. Les filles et moi faisions juste un exercice de respiration. » Elles étaient très agitées après l'école. Thomas regarda les bougies, la pièce sombre, le cercle formé au sol. Cela ne ressemblait pas à un simple exercice de respiration. Cela ressemblait à quelque chose de bien plus profond, presque spirituel. Il ouvrit la bouche pour questionner, mais fut interrompu. « Papa, on apprenait à calmer les pensées mauvaises, » dit Lily, la deuxième plus âgée. Elle ne l'appelait jamais papa avec ce ton affectueux. Il y avait toujours de la colère ou de l'indifférence dans sa voix. « C'est vrai, » compléta Sophie, la plus rebelle des 4. Grace a dit qu'on doit apprendre à bien respirer quand on se met en colère. Thomas fronça les sourcils. La colère. Ses filles en étaient des spécialistes. Depuis qu'Amanda, sa femme, était morte dans un accident de voiture 2 ans plus tôt, les filles s'étaient transformées en version déformée d'elles-mêmes. Elles criaient, cassaient des objets, se blessaient entre elles, chassaient les nounous avec des pièges cruels. La maison était devenue un champ de bataille émotionnelle que Thomas ne savait pas désamorcer. Il travaillait 16 heures par jour pour ne pas avoir à affronter le chaos. Pour ne pas avoir à regarder ses filles et voir Amanda dans chacune d'elles. Pour ne pas avoir à admettre qu'il échouait comme père. Grace éteignit les bougies une par une avec les doigts, sans se presser. Les filles, et si on préparait un goûter maintenant? Votre père doit être fatigué. Les 4 se levèrent en synchronie et suivirent Grace jusqu'à la cuisine, laissant Thomas seul dans le salon. Il resta là, immobile, essayant de comprendre ce qu'il avait vu. Il y avait quelque chose de différent chez ses filles. Quelque chose qu'il ne parvenait pas à nommer. Dans les jours suivants, Thomas commença à prêter plus d'attention. Il se mit à quitter le bureau plus tôt, inventant des excuses pour rentrer à la maison au milieu de l'après-midi. Et chaque fois qu'il arrivait, il trouvait des scènes qui le laissaient aussi bien perturbé qu'intrigué. Un après-midi, il vit Grace et les filles danser pieds nus dans le jardin, riant aux éclats tandis que la pluie tombait sur elles. Une autre fois, il les trouva en train de peindre les murs de la chambre avec les mains, créant une fresque géante de fleurs et d'oiseaux. Grace était au milieu d'elle, avec de la peinture bleue sur le visage, souriant comme si c'était la chose la plus normale du monde. Thomas avait toujours interdit aux filles de salir les murs. Il avait toujours exigé de l'ordre, du silence, un comportement impeccable. Mais maintenant, en voyant ce chaos coloré, il se rendit compte qu'il n'entendait plus de cris de colère depuis des jours. Il n'entendait plus de portes claquées. Plus de pleurs désespérés au milieu de la nuit. Qu'est-ce que cette femme faisait donc qu'il n'avait pas réussi à faire en 2 ans? Une nuit, Thomas descendit chercher de l'eau à la cuisine et entendit des voix basses venant du salon. C'était Grace, assise sur le canapé avec Emma sur les genoux. La petite pleurait, mais ce n'était pas un pleur de caprice ou de colère. C'était un pleur de douleur profonde, véritable. « Elle me manque tous les jours », sanglotait Emma. « Son odeur me manque. Et quand elle me bordait pour dormir. » Grace caressait les cheveux de la petite avec une tendresse qui serra le cœur de Thomas. « Je sais, ma chérie. Je sais que ça fait mal. Et ce n'est pas grave de ressentir cette douleur. Ta mère était très spéciale. Papa ne parle jamais d'elle, » poursuivit Emma. « C'est comme si elle n'avait jamais existé.
Il a enlevé toutes les photos. Il ne nous laisse pas dire son nom. Thomas recula, sentant les mots comme des coups dans l'estomac. Il ne savait pas que les filles ressentaient cela. Il pensait les protéger en évitant le sujet. Il croyait les aider en retirant toute trace d'Amanda de la maison. Mais il ne faisait que fuir sa propre douleur. Grace serra Emma dans ses bras. « Ton père souffre aussi, ma chérie. Parfois, les adultes ne savent pas comment gérer la tristesse. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. Ça veut seulement dire qu'il est perdu. Tu crois qu'il ira bien un jour ?» demanda Emma d'une voix minuscule. « Je pense que vous irez tous bien. Ensemble. » Thomas remonta les escaliers en silence, s'enferma dans la chambre et, pour la première fois en 2 ans, se permit de pleurer. Il pleura pour Amanda. Il pleura pour les filles qu'il était en train de perdre. Il pleura pour l'homme qu'il était devenu, absent, froid, incapable d'offrir le réconfort dont ses filles avaient tant besoin. Le lendemain matin, il descendit pour le petit déjeuner et trouva Grace en train de préparer des pancakes. Les filles étaient assises à table, parlant à voix basse entre elles. Quand elles le virent, elles se turent, comme toujours. Thomas inspira profondément. « Bonjour, les filles. » Elles murmurèrent des réponses automatiques, sans le regarder. Il s'assit à table, quelque chose qu'il ne faisait plus depuis des mois. « Grace, vous pouvez vous asseoir avec nous. » La nounou leva les sourcils, surprise, mais obéit. Thomas regarda chacune de ses filles. Emma, avec ses yeux verts identiques à ceux d'Amanda. Lily, avec le même sourire espiègle que sa mère. Sophie, avec l'entêtement qui était un héritage maternel pur. Et Rose, la plus silencieuse, qui observait tout avec une intensité troublante. « Je dois vous présenter mes excuses, » commença Thomas, et sa voix se brisa. « Je n'ai pas été un bon père. J'ai fui quand j'aurais dû rester. Je me suis caché dans le travail parce que je ne savais pas comment gérer la douleur. Mais ça va changer. Je vous promets que ça va changer. » Le silence fut lourd, dense. Puis Rose, qui parlait à peine depuis la mort de sa mère, dit quelque chose qui brisa et reconstruisit le cœur de Thomas en même temps. « Grace a dit que tu nous aimais encore. » « C'est vrai ?» Thomas sentit les larmes lui brûler les yeux. « C'est la chose la plus vraie au monde. » Grace posa une main sur la sienne, un geste simple mais chargé de sens. Et à ce moment-là, Thomas sut que quelque chose avait changé. Que peut-être, juste peut-être, ils pourraient guérir ensemble. Mais il ne savait pas que la paix nouvellement trouvée était sur le point d'être menacée par quelqu'un qui croyait avoir plus de droits sur ses filles que lui-même. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Et dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous regardez. Continuons ensemble ce voyage. La sonnette retentit le lendemain matin, brisant la tranquillité récemment acquise. Thomas se trouvait dans la cuisine avec les filles, aidant Grace à préparer le petit déjeuner pour la première fois depuis des années. Il vit à l'interphone une femme élégante à la porte, vêtue d'un tailleur gris impeccable, les cheveux blonds parfaitement coiffés, de grandes lunettes de soleil couvrant la moitié de son visage. Son estomac se noua. Il reconnaissait cette posture. Cette présence. Victoria est la sœur aînée d'Amanda. Thomas ne l'avait pas vue depuis les funérailles. Victoria avait disparu juste après l'enterrement, prétendant avoir besoin de vivre son deuil seule. Aucun appel, aucun message, aucun intérêt pour ses nièces pendant 2 années entières. Et maintenant la voici, à la porte de sa maison, sans prévenir. Il ouvrit la porte avec un sourire forcé. Victoria. Quelle surprise! Elle retira ses lunettes de soleil lentement, révélant des yeux bleus glacés qui examinèrent Thomas de la tête aux pieds. « Il faut qu'on parle, Thomas. À propos des filles. » Un frisson parcourut l'échine de Thomas. Il y avait quelque chose dans la voix de Victoria, une froideur calculée qui n'avait rien d'une visite familiale amicale. « Entre, » dit-il, essayant encore de rester cordial. Victoria entra dans le manoir d'un pas assuré, observant les lieux comme si elle évaluait chaque détail. Son regard se posa sur les dessins colorés accrochés au mur, sur les jouets éparpillés dans le salon, sur les empreintes de petites mains sur le mur fraîchement peint. « La maison est différente, » commenta-t-elle, et ce n'était pas un compliment. À ce moment-là, les filles descendirent les escaliers en courant, riant fort, se poursuivant dans un jeu bruyant. Lorsqu'elles virent Victoria, elles s'arrêtèrent immédiatement. Le rire mourut. Les sourires disparurent. « Tante Victoria » murmura Emma, plus par obligation que par affection. Victoria afficha un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Mes chères nièces, vous avez tellement grandi. » Elle se baissa, tendant les bras, mais aucune des filles ne bougea pour l'embrasser. Ce fut Grace qui rompit le silence gênant. Elle sortit de la cuisine, essuyant ses mains sur un torchon, et observa la scène avec sa sérénité habituelle. « Les filles, que diriez-vous de retourner au jardin ?»
Vous n'avez pas encore fini d'arroser les plantes. Les quatre s'enfuirent en courant, clairement soulagés d'avoir une excuse pour s'échapper. Victoria se redressa et son regard se posa sur Grace. Il y avait du mépris dans ce regard, un jugement silencieux mais palpable. « Et vous êtes » ? « Grace Sullivan », répondit la nounou calmement. « Je travaille ici depuis 3 semaines. »« La nounou », dit Victoria, transformant le mot en quelque chose de petit et insignifiant. « Je vois. » Elle se tourna vers Thomas. « On peut parler en privé. » Thomas conduisit Victoria jusqu'à son bureau et ferma la porte derrière eux. Il avait à peine eu le temps de s'asseoir qu'elle attaqua. « 18 nounous en 2 ans. Thomas ? 18 ?» Il cligna des yeux, décontenancé. « Comment tu sais ça ? » « J'ai engagé un détective privé, » dit Victoria sans détour. « Tu pensais vraiment que j'allais rester les bras croisés après tout ce que j'ai entendu ?» Le sang de Thomas commença à bouillir. « Tu m'as espionné ? Qu'est-ce qui se passe ici, Victoria ?» Elle ouvrit un porte-documents en cuir qu'elle avait apporté et jeta une pile de papiers sur le bureau. Thomas vit des rapports, des photos, des documents. Des photos des filles se battant à l'école. Des rapports d'enseignants sur un comportement agressif. Des registres d'appels du directeur à propos d'incidents violents. Voilà ce qui se passe, Thomas. Tes filles sont hors de contrôle. Tu es hors de contrôle. Et je ne vais pas rester à regarder les filles de ma sœur se détruire parce que tu es incapable de les élever correctement. Thomas sentit la colère exploser. Tu n'as pas le droit de juger la façon dont j'élève mes filles. Tu as disparu pendant 2 ans. 2 ans, Victoria. Où étais-tu quand les filles pleuraient tous les soirs? Où étais-tu quand elles avaient besoin de quelqu'un de la famille? Je vivais mon deuil, répondit Victoria d'une voix tranchante. Contrairement à toi, je n'ai pas 4 enfants dépendantes de moi. Je pouvais me permettre de m'éloigner. Toi non. Et pourtant c'est exactement ce que tu as fait. La vérité de ces mots frappa Thomas comme une gifle. Il s'était éloigné. Il avait abandonné ses filles émotionnellement. Il le savait. Mais les choses changent, dit-il en essayant de garder son calme. Les filles s'améliorent. Grace les aide d'une manière que personne n'a réussi avant. Victoria éclata d'un rire amer. Grace? L'employé? Thomas, pour l'amour de Dieu, ces filles ont besoin de thérapie professionnelle, de structure, de discipline. Pas d'une nounou qui fait des rituels étranges avec des bougies et leur apprend à peindre des murs. Comment tu sais ça? Je sais beaucoup de choses, Thomas. Je sais que tu rentres à la maison en milieu d'après-midi sans prévenir. Je sais que tu laisses une totale inconnue avoir un contrôle absolu sur tes filles. Je sais que tu confonds présence physique et compétence parentale. Thomas serra les poings. Sors de chez moi. Pas avant que tu m'aies écouté. Victoria croisa les bras, inflexible. Je vais demander la garde des filles. Le monde de Thomas s'arrêta. Tu ne peux pas faire ça. Si, je peux. Et je vais le faire. J'ai des ressources, j'ai de la stabilité, j'ai du temps. J'ai tout ce que tu n'as pas. Et surtout, j'ai des preuves que tu es un père négligent. 18 nounous, Thomas. 18 femmes qui ont fui cette maison parce que tes filles étaient complètement incontrôlables sous ta supervision. Mes filles m'aiment, dit Thomas, et sa voix trembla. Elles ont besoin de moi. Elles ont besoin de quelqu'un qui sait les élever. Quelqu'un qui ne fuit pas son propre deuil. Quelqu'un qui n'engage pas des inconnus pour faire le travail qui devrait être le sien. Victoria prit la pochette et se dirigea vers la porte. Mon avocat prendra contact. Prépare-toi, Thomas. Cette bataille ne fait que commencer. Elle partit en claquant la porte. Thomas s'effondra sur sa chaise, sentant le poids du monde sur ses épaules. Tout ce qu'il avait commencé à reconstruire était menacé. Tout ce que Grace avait aidé à guérir pouvait être détruit. Il descendit lentement les escaliers et trouva Grace dans le salon, regardant par la fenêtre les filles dans le jardin. Elle se tourna en l'entendant entrer, et ses yeux savaient. Elle avait tout entendu. Elle veut les emmener, dit Thomas, et sa voix était celle d'un homme vaincu. Grace s'approcha et posa une main douce sur son épaule. Alors nous ne la laisserons pas faire. Comment? Elle a raison sur tout. J'ai été un père terrible. J'ai abandonné mes filles quand elles avaient le plus besoin de moi. Tu étais un homme brisé à l'intérieur essayant de survivre, corrigea Grace. Mais tu n'es plus cet homme-là. Tu es ici maintenant. Tu essaies. Et ça signifie tout. Thomas regarda le jardin. Emma arrosait les fleurs. Lily riait de quelque chose que Sophie avait dit. Rose était allongée dans l'herbe, observant les nuages. Elles semblaient être des enfants normales. Des enfants heureuses. Je ne vais pas les perdre,
dit-il avec une détermination qui le surprit lui-même. Peu importe ce que Victoria fera, je ne la laisserai pas détruire notre famille. Grace sourit. Alors nous allons lui montrer que ces filles n'ont pas besoin d'être sauvées. Parce qu'elles sont déjà en train de se sauver. Avec toi à leur côté. Mais ni l'un ni l'autre ne savait que Victoria ne faisait pas que menacer. Elle avait déjà mis son plan en marche. Et le prochain coup serait bien plus dévastateur que tout ce que Thomas pouvait imaginer. Ce soir-là, pendant que Thomas couchait les filles, Emma murmura quelque chose qui glaça son sang. « Papa, la tante Victoria m'a demandé si on veut habiter avec elle. Elle a dit que dans sa maison, on aurait tout ce qu'on voudrait. » Thomas déglutit difficilement. Victoria manipulait directement les filles. Elle plantait des graines de doute. Elle jouait sale. Et il devait être prêt à riposter. Thomas ne dormit pas cette nuit-là. Il resta assis dans l'obscurité de sa chambre, pensant à toutes les manières dont Victoria pourrait l'utiliser contre lui. Elle avait de l'argent, de l'influence, des preuves documentées de ses échecs en tant que père. Mais il y avait une chose qu'elle n'avait pas, la vérité sur ce que ses filles étaient réellement devenues maintenant. À l'aube, il descendit et trouva Grace déjà réveillée, préparant le café. Elle le regarda et comprit immédiatement. « Tu as un plan ?» demanda-t-elle. « J'y travaille. » Thomas se servit un café, les mains tremblantes légèrement. « Victoria va tout utiliser contre moi. Les 18 nounous, les rapports scolaires, mon absence. Elle va me présenter comme un père incompétent devant un juge. » Grace resta silencieuse un moment, pensive. Puis elle dit quelque chose qui changea tout. Et si le juge voyait la transformation des filles? Et s'il voyait de ses propres yeux qu'elles n'ont pas besoin d'être sauvées? Thomas leva les yeux. Comment ferions-nous cela? En documentant, en enregistrant, en montrant le progrès réel. Grace prit un stylo et commença à écrire sur un bout de papier. Témoignages des enseignants sur les changements de comportement. Dossiers médicaux montrant une réduction de l'anxiété. Vidéos des filles heureuses, en bonne santé, stables. L'esprit de Thomas commença à travailler. Elle avait raison. Il ne pouvait pas simplement réagir aux attaques de Victoria. Il devait construire son propre dossier. Il devait prouver que sa famille se rétablissait. Dans les semaines qui suivirent, Thomas mit en œuvre son plan en silence. Il commença à filmer les moments du quotidien. Emma apprenant à Rose à faire du vélo. Lily aidant Sophie avec les devoirs. Les 4 travaillant ensemble dans le jardin, plantant de nouvelles fleurs là où il n'y avait que de la terre sèche. Il prit rendez-vous avec des thérapeutes pour évaluer les progrès émotionnels des filles. Chaque professionnel confirma la même chose. Les enfants étaient visiblement plus équilibrés, plus connectés, mentalement plus saines. Thomas conserva chaque rapport, chaque évaluation positive. Mais la partie la plus importante du plan était quelque chose qu'il ne s'attendait pas à devoir faire. Il devait devenir le père qu'il avait promis d'être. Pas seulement pour gagner un procès, mais parce que ses filles le méritaient. Il commença à quitter le bureau à 5 heures tous les jours. Il dînait avec les filles, écoutait leurs histoires sur l'école, aidait avec les devoirs. Certains jours étaient difficiles. Certaines nuits, il voyait Amanda dans chaque geste, dans chaque sourire, et la douleur le submergeait presque. Mais il ne fuyait plus. Il restait. Grace l'observait de loin, toujours présente mais jamais intrusive. Elle savait que ce chemin, Thomas devait le parcourir seul. Elle pouvait guider, mais ne pouvait pas remplacer. Un après-midi, Thomas rentra chez lui et trouva Grace sur la véranda, écrivant dans un vieux carnet. Elle le referma rapidement en le voyant, mais pas avant qu'il ne remarque la couverture usée. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, curieux. Grace hésita. Puis, avec un soupir, elle lui tendit le carnet. « C'est un journal. J'ai enregistré les progrès des filles depuis le premier jour. Chaque petite victoire, chaque moment de connexion, chaque signe de guérison. » Thomas ouvrit le carnet et commença à lire. Les pages étaient remplies d'observations détaillées, écrites d'une écriture soignée. Jour 3. Emma a ri aujourd'hui pour la première fois. C'était bref, mais vrai. Jour 7. Sophie m'a embrassé quand elle s'est fait mal, au lieu de crier et de casser des objets. Jour 15. Rose a parlé de sa mère sans pleurer. Elle a dit qu'elle avait l'impression qu'Amanda prenait toujours soin d'elle à travers les fleurs du jardin. Jour 20. Les 4 ont dormi toute la nuit sans cauchemar. La première fois en 2 ans, selon leur père. Thomas sentit ses yeux brûler. « Pourquoi as-tu fait ça ?»« Parce que je savais qu'un jour quelqu'un essaierait de dire que ces filles n'allaient pas bien, qu'elles avaient besoin d'être sauvées de toi. » Grace reprit le carnet avec précaution. Mais la vérité est ici, dans les petites choses auxquelles personne ne prêtait attention. À ce moment-là, Thomas comprit que Grace n'était pas seulement une nounou.
Elle était une stratège silencieuse, construisant une défense dont il ignorait même qu'il aurait besoin. « Tu savais que ça allait arriver, » dit-il, non pas comme une question, mais comme une constatation. « Tu savais que quelqu'un viendrait essayer d'emmener les filles. » Grace s'acquiesça lentement. « J'ai déjà travaillé avec beaucoup de familles en deuil. Et il y a toujours quelqu'un à l'extérieur qui pense pouvoir faire mieux, qui croit avoir plus de droits. Je voulais juste être préparé. » Thomas s'assit à côté d'elle, et pour la première fois depuis longtemps, il ne se sentit pas seul dans ce combat. Mais pendant que Thomas construisait sa défense, Victoria préparait son attaque. Elle commença à apparaître à l'école des filles, parlant avec les enseignants, posant des questions sur l'environnement à la maison. Elle emmenait les filles déjeuner le samedi, achetant des cadeaux coûteux, faisant des promesses sur la vie merveilleuse qu'elles auraient avec elle. Emma, la plus jeune, commença à poser des questions. « Papa, pourquoi tante Victoria veut qu'on aille vivre avec elle ?» Thomas se mit à genoux devant sa fille, regardant dans ses yeux verts si semblables à ceux d'Amanda. « Parce qu'elle vous aime. Mais de la mauvaise manière. Elle pense que l'amour, c'est offrir des cadeaux et faire des promesses. Elle ne comprend pas que le vrai amour, c'est être présent dans les jours difficiles. »« Tu es présent maintenant, » dit Emma, touchant le visage de son père. « Tu es là. Et je vais rester là. Toujours. » Mais toutes les filles n'étaient pas si sûres. Sophie, toujours la plus sceptique, commença à se détacher. Thomas la surprit plusieurs fois regardant par la fenêtre avec une expression distante, comme si elle réfléchissait à quelque chose. Une nuit, il frappa à la porte de sa chambre. « Je peux entrer ?» Sophie haussa les épaules, ce qu'il interpréta comme un oui. Il s'assit au bord du lit. « Tu penses à aller vivre chez tante Victoria, n'est-ce pas ?» La fille le regarda avec ses yeux défiants. « Et si je le faisais ? Alors je respecterais cela. Parce que vous n'êtes pas prisonnière ici. Vous avez des choix. » Thomas inspira profondément. « Mais je veux que tu saches une chose. Tante Victoria offre des choses. Moi, j'offre ma présence. Elle offre une vie facile. Moi, j'offre une vie réelle, avec des difficultés et des jours difficiles, mais aussi avec de l'amour vrai. » « Comment sais-tu que son amour n'est pas vrai ?» défia Sophie. « Parce qu'elle a disparu quand c'était difficile. Moi, je suis resté. Et oui, j'ai été là de la mauvaise manière pendant longtemps. Je me suis caché dans le travail, je vous ai évité, j'ai échoué de toutes les façons possibles. Mais j'étais là. Et maintenant, je suis vraiment là. » Sophie resta silencieuse un long moment. Puis, d'une petite voix qu'elle utilisait rarement, elle dit « J'ai peur que tu partes encore. » Le cœur de Thomas se brisa. « Je ne partirai pas. Je te jure que je ne partirai pas. Les promesses sont faciles à faire, » dit Sophie, et il y avait une douleur ancienne dans ses mots. « Alors je ne ferai pas de promesses. Je ferai des choix. Tous les jours. Et tu verras ces choix. Tu sentiras ces choix. » Thomas tendit la main. « Tu me crois ?» Sophie regarda sa main longtemps. Enfin, elle la prit. Et dans ce simple geste, Thomas sentit qu'il récupérait sa fille. Mais la guerre avec Victoria était loin d'être terminée. En fait, elle commençait seulement à révéler ses cartes les plus dangereuses. Et son prochain coup serait le plus dévastateur de tous. 2 jours plus tard, Thomas reçut une notification officielle. Victoria avait déposé une demande de garde. L'audience était fixée dans 3 semaines. L'horloge tournait. Et Thomas devait s'assurer que lorsque ce juge regarderait sa famille, il verrait ce qui comptait vraiment. 4 filles qui apprenaient à être heureuses à nouveau. Le tribunal était silencieux lorsque Thomas entra, ses filles à ses côtés. Grace était restée à l'extérieur, attendant d'être appelée comme témoin. Victoria était déjà assise avec ses avocats, vêtue d'un tailleur blanc immaculé, les cheveux attachés en un chignon élégant. Elle semblait confiante, presque victorieuse. Le juge Anderson était un homme de 60 ans, cheveux gris, regard sévère. Il observa les 2 parties attentivement tandis que le procès commençait. L'avocat de Victoria alla droit au but. Il présenta les rapports des 18 nounous, les dossiers scolaires de comportement violent, les documents montrant l'absence émotionnelle de Thomas. Chaque preuve était comme un coup de poignard. « Votre honneur, » dit l'avocat d'une voix ferme, « il s'agit d'un cas clair de négligence parentale. Monsieur Bennett a laissé ses filles à la dérive dans son propre deuil, permettant qu'elles deviennent des enfants traumatisés et incontrôlables. Ma cliente offre stabilité, ressources et, surtout, présence intégrale. » Thomas sentit le poids de chaque mot. Mais il garda son calme. Puis ce fut le tour de son avocat. Il présenta les rapports récents des thérapeutes, les témoignages des enseignants sur les changements dramatiques du comportement des filles, les vidéos montrant une famille en train de se reconnecter. Puis, il appela Grace au banc des témoins.
Grace entra avec sa simplicité caractéristique. Sans maquillage, sans bijoux coûteux, juste une femme humble avec une force intérieure indéniable. Elle jura de dire la vérité et s'assit. « Madame Sullivan, » commença l'avocat de Thomas, « pouvez-vous nous dire ce que vous avez trouvé en arrivant chez Monsieur Bennett ?» Grace inspira profondément. « J'ai trouvé 4 filles brisées de l'intérieur. Elles n'étaient pas violentes par nature. Elles étaient violentes parce que personne ne leur enseignait à gérer la douleur. Leur père était tellement perdu dans sa propre tristesse qu'il ne voyait pas que ses filles se noyaient. Et qu'avez-vous fait? Je suis resté. Quand elles criaient après moi, je suis resté. Quand elles cassaient des objets, je suis resté. Quand elles me mettaient à l'épreuve de toutes les manières possibles, je suis resté. Parce que c'est ce dont elles avaient besoin. Quelqu'un qui ne partirait pas. » L'avocat de Victoria se leva. Objection. Le témoin n'a pas les qualifications professionnelles pour évaluer la santé mentale des enfants. Mais j'ai 30 ans d'expérience à m'occuper d'enfants en deuil, répondit Grace calmement avant que le juge ne puisse parler. Et j'ai quelque chose qu'aucun diplôme ne peut donner, de l'empathie vraie. Le juge Anderson se pencha en avant. Continuez, Madame Sullivan. Grace regarda Victoria droit dans les yeux. Cette femme a disparu pendant 2 ans. Elle n'a pas appelé, n'a pas rendu visite, ne s'est pas souciée de ses nièces. Et maintenant, elle veut les emmener parce que leur père apprend enfin à être présent? Ce n'est pas de l'amour. C'est du contrôle. C'est un mensonge, s'écria Victoria, perdant sa contenance pour la première fois. J'aimais ma sœur. Ces filles sont tout ce qu'il reste d'elle. Non, madame, dit Grace avec une fermeté qui résonna dans tout le tribunal. Ces filles ne sont pas des reliques de votre sœur. Ce sont des personnes. Et elles ont besoin de leur père, pas d'une tante qui les voit comme des substituts pour un deuil non résolu. Le silence fut absolu. Victoria devint rouge, mais son avocat la ramena à sa chaise. Le juge fit alors quelque chose d'inattendu. J'aimerais parler aux filles. Séparément, dans mon cabinet. Le cœur de Thomas s'emballa. Cela ne faisait pas partie du plan. Il regarda ses filles, qui semblaient effrayées. Mais Emma, la plus jeune, hocha la tête. Elles étaient prêtes. Une par une, les filles entrèrent dans le cabinet du juge. Thomas ne savait pas ce qui se disait, et chaque minute d'attente était une torture. Victoria semblait également tendue, tapotant des doigts sur la table. Après 40 minutes, le juge revint avec les 4 filles. Son visage était impénétrable. « Asseyez-vous » ordonna-t-il. Tous obéirent. Le juge Anderson ouvrit un dossier, examina quelques papiers, puis regarda Victoria droit dans les yeux. « Madame A, vos intentions peuvent être nobles, mais vos actions révèlent autre chose. Vous avez engagé des détectives pour suivre votre beau-frère. Vous avez manipulé vos nièces avec des cadeaux et des promesses. Vous n'avez pas agi comme quelqu'un préoccupé du bien-être d'enfants. Vous avez agi comme quelqu'un cherchant à gagner un conflit. » Victoria pâlit. Le juge continua. « Les 4 filles m'ont raconté la même histoire. Elles m'ont dit que la tante apparaissait en offrant des choses, mais ne demandait jamais comment elle se sentait. Elles m'ont dit que le père, malgré toutes ses erreurs passées, était présent maintenant. Il était au match de football. Il était aux rendez-vous médicaux. Il était au dîner. Il était dans les larmes. » Thomas sentit ses yeux brûler. « Et surtout, » dit le juge, sa voix s'adoucissant, « elles m'ont parlé de Grace. De cette femme humble, sans diplôme prestigieux ou titres impressionnants, qui a fait ce que personne d'autre n'a réussi. Elle leur a appris que pleurer n'est pas une faiblesse. Que ressentir de la colère est normal. Que se souvenir de leur mère ne signifie pas trahir leur père. » Grace baissa la tête, émue. « Monsieur Bennett, » se tourna le juge vers Thomas, « vous avez échoué. Vous avez échoué profondément lorsque vos filles avaient le plus besoin de vous. Mais le système judiciaire ne punit pas les gens pour être humains dans des moments de douleur insupportables. Il évalue si ces personnes sont prêtes à changer. Et vous avez changé. » Thomas avait du mal à respirer. « Par conséquent, ma décision est la suivante. La garde reste à Monsieur Bennett. Madame A, votre demande est rejetée. » Le juge frappa le marteau. Victoria resta paralysée. Puis, quelque chose en elle se brisa. Elle commença à pleurer, non pas de colère, mais d'une douleur profonde et vraie. « Je voulais juste récupérer une partie d'elle. Je voulais juste sentir que ma sœur existait encore. » À la surprise de tous, c'est Emma qui se leva et marcha vers Victoria. La fille prit doucement la main de sa tante. « Maman existe encore, » dit Emma avec une sagesse dépassant ses années. « Elle existe en nous. Mais vous ne pouvez pas nous retenir pour la garder en vie. Vous devez nous laisser grandir. Et vous devez la laisser partir. » Victoria sanglota,
serrant sa nièce dans une étreinte désespérée. Et dans ce câlin, quelque chose changea. Ce n'était pas un pardon complet, ni une réconciliation totale, mais c'était un début. Thomas s'approcha, posant une main sur l'épaule de Victoria. « Vous pouvez leur rendre visite. Vous pouvez faire partie de leur vie. Mais comme tante, pas comme sauveuse. » Victoria le regarda à travers ses larmes. Lentement, elle acquiesça. À l'extérieur du tribunal, les filles coururent vers Grace, la serrant dans leurs bras avec une joie explosive. Thomas observa la scène, réalisant que cette femme humble avait sauvé sa famille d'une manière qu'il n'aurait jamais pu faire seul. « Merci, » dit-il lorsqu'il put s'approcher d'elle. « Pour tout. » Grace sourit, ce sourire serein qu'il avait appris à aimer. « Je n'ai sauvé personne, monsieur Bennett. J'ai seulement aidé vous à vous sauver vous-même. » Alors qu'ils rentraient chez eux, les filles chantant sur la banquette arrière, Thomas regarda dans le rétroviseur et vit 4 filles heureuses. Pas parfaites, pas sans cicatrices, mais heureuses. Et ensemble. La guerre était terminée. Mais le vrai voyage, celui d'être une vraie famille, ne faisait que commencer. Et pour la première fois en 2 ans, Thomas sentit qu'il était prêt pour cela. 6 mois après l'audience, le manoir Bennett s'était transformé en quelque chose de complètement différent. Les murs, autrefois blancs et impeccables, étaient maintenant marqués par de petites mains, des dessins colorés suspendus dans tous les coins, des photos de famille dispersées dans les pièces. La maison avait de la vie. Elle avait du désordre. Elle avait de l'amour. Thomas était dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner quand il entendit des pas descendre l'escalier. Emma apparut en premier, encore en pyjama, se frottant les yeux endormis. Elle s'assit à table et posa sa tête sur sa main, observant son père cuisiner. « Des pancakes encore ?» demanda-t-elle avec un sourire ensommeillé. « C'est samedi. »« Le samedi, c'est le jour des pancakes, » répondit Thomas en retournant un pancake dans la poêle. « Une tradition familiale. » « Depuis quand avons-nous des traditions familiales ?» Thomas s'arrêta et regarda sa fille. « Depuis que j'ai décidé d'arrêter de travailler le samedi et de commencer à vivre. » Emma sourit, et dans ce sourire, Thomas vit Amanda. Mais pour la première fois, cela ne faisait pas mal. C'était réconfortant. C'était comme si elle était encore là, d'une certaine manière, à travers les filles. Les 3 autres descendirent peu après, se chamaillant pour savoir qui allait s'asseoir sur quelle chaise, riant fort lorsque Lily faillit renverser le jus d'orange. Grace apparut en dernier, portant un tablier fleuri et ce regard serein qui ne changeait jamais. « Bonjour, famille », dit-elle, et le mot « famille » sonna naturellement sur ses lèvres. Ils prirent le petit déjeuner ensemble, parlant des plans pour la journée. Lily voulait aller au parc. Sophie voulait regarder un film. Rose voulait continuer à peindre la fresque du jardin. Emma voulait juste rester à la maison et lire son nouveau livre. « Et si nous faisions tout ?» suggéra Thomas. « Parc le matin, film l'après-midi, peinture avant le dîner, et le soir Emma pourra nous lire. » Les filles acquiescèrent avec enthousiasme, et Thomas ressentit cette sensation de plénitude qui était devenue familière ces derniers mois. Cette sensation d'être enfin au bon endroit, faisant les bonnes choses. La sonnette retentit alors qu'il terminait le petit déjeuner. Thomas alla ouvrir et trouva Victoria sur le pas de la porte. Elle rendait visite aux filles tous les samedis maintenant, mais appelait toujours avant. Venir sans prévenir était une nouveauté. « Victoria », dit Thomas en ouvrant la porte. « Tout va bien. » Elle tenait une boîte dans les mains et semblait nerveuse. « J'ai trouvé ça chez ma mère. J'ai pensé que les filles aimeraient la voir. » Thomas prit la boîte et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient des albums photos, des lettres, de petits objets ayant appartenu à Amanda. Son cœur se serra, mais pas de la même manière douloureuse qu'avant. C'était une douleur douce, nostalgique. « Victoria, c'est... » « Je sais que tu as enlevé toutes les photos d'elle de la maison après sa mort, » interrompit Victoria, sa voix tremblant légèrement. « Et je comprends pourquoi. C'était trop douloureux. Mais les filles ont besoin de se souvenir d'elle. Elles doivent savoir qui elle était. » Les 4 filles apparurent derrière leur père, curieuses. Quand elles virent la boîte, leurs yeux s'illuminèrent. « Ce sont des choses de maman ?» demanda Rose doucement. Victoria hocha la tête, s'agenouillant pour se mettre à la hauteur de ses nièces. « Oui. Et je vous les ai apportées parce que vous méritez d'avoir ces souvenirs. Votre mère était incroyable. Et vous avez le droit de la connaître à travers ses histoires. » Emma prit un des albums et commença à le feuilleter. Il y avait des photos d'Amanda enceinte, souriant à la caméra avec les mains sur son ventre. Des photos des filles bébés, dormant dans les bras de leur mère. Des photos d'anniversaire, de Noël, de moments simples du quotidien. « Elle était belle », dit Lily en touchant l'une des photos avec révérence. « Elle l'était », acquiesça Victoria,
essuyant une larme. Et vous êtes exactement comme elle. Chacune de vous a un petit bout d'elle. Elles passèrent la matinée entière à regarder les photos, écoutant Victoria raconter des histoires sur Amanda. Des histoires drôles, des histoires tristes, des histoires qui faisaient à la fois rire et pleurer les filles. Et Thomas participa, ajoutant ses propres souvenirs, découvrant que parler d'Amanda n'était plus impossible. Grace observait tout depuis la cuisine, souriant discrètement. Elle savait que c'était un moment important, un dernier pas dans la guérison de cette famille. L'après-midi, après le départ de Victoria, Thomas rassembla les filles dans le jardin. Il avait préparé quelque chose de spécial. « Les filles, je veux faire quelque chose avec vous », dit-il en montrant 5 jeunes plants d'arbres qu'il avait achetés. « Nous allons planter un arbre pour chacune de nous. Et un pour votre mère. » Elles travaillèrent ensemble, creusant des trous, plantant les jeunes arbres, arrosant la terre. Chaque fille choisit l'endroit où son arbre serait planté. Et ensemble, ils plantèrent l'arbre d'Amanda au centre du jardin, où tous pourraient le voir depuis la maison. Un jour, ces arbres grandiront et deviendront grands, dit Thomas, les mains couvertes de terre. Et vous pourrez vous asseoir dessous et vous souvenir de ce jour. Vous souvenir de la manière dont nous avons surmonté la tristesse ensemble. Et se souvenir de maman, ajouta Emma. Toujours se souvenir de maman. Ce soir-là, après que les filles furent couchées, Thomas et Grace restèrent sur la terrasse, regardant les étoiles. Un silence confortable régnait entre eux. « Tu as changé ma vie, » dit Thomas soudain. « Je ne sais pas comment te remercier. » Grace secoua la tête. « Tu as changé ta propre vie. J'ai seulement montré le chemin. » « Non, tu as fait plus que ça. Tu m'as appris que l'amour n'est pas d'être parfait. C'est d'être présent. C'est d'essayer, même quand cela semble impossible. » Grace sourit. C'est la plus grande leçon qu'un père puisse apprendre. Thomas hésita, puis demanda « Tu vas rester ? Les filles ont encore besoin de toi. » « Elles ont besoin de toi, » corrigea Grace doucement. « Je serai là tant que nécessaire. Mais un jour, vous n'aurez plus besoin de moi. Et quand ce jour viendra, je partirai en sachant que j'ai laissé une famille entière. » Thomas sentit un pincement au cœur à l'idée que Grace parte, mais il savait qu'elle avait raison. Un jour, il serait prêt. Un jour, il serait capable de guider ses filles seul. Mais aujourd'hui n'était pas ce jour. Et il en était reconnaissant. Les semaines devinrent des mois. La vie trouva son rythme. Thomas réduisit sa charge de travail, commença à travailler de la maison quelques jours par semaine. Il ne manqua plus jamais une présentation scolaire, un match de football, un rendez-vous médical. Il était présent. Vraiment présent. Les filles continuaient à grandir, à mûrir, à guérir. Il y avait encore des jours difficiles. Encore des larmes, des disputes et des moments de douleur. Mais maintenant, ils affrontaient tout ensemble. Comme une famille. Victoria redevint partie de leur vie, mais de manière saine. Elle rendait visite, emmenait les filles en sortie, partageait des histoires sur Amanda. Mais elle n'essayait plus de remplacer Thomas. Elle avait trouvé sa propre voie dans le deuil, et cela l'avait libérée. Et Grace, fidèle et constante, resta. Pas comme une nounou, mais comme une partie de la famille. Les filles l'appelaient tante Grace. Thomas la voyait comme la femme qui avait sauvé sa famille quand il n'avait pas pu le faire seul. 1 an après l'audience, le jour de l'anniversaire de la mort d'Amanda, ils se réunirent dans le jardin autour de l'arbre qu'ils avaient planté. Il avait grandi, ses branches s'étendant vers le ciel comme des bras ouverts. « Salut maman », dit doucement Emma. « Nous allons bien maintenant. Papa est là. Nous sommes heureux. Et nous nous souviendrons toujours de toi. » Les 4 filles se tinrent par la main, formant un cercle autour de l'arbre. Thomas et Grace se tenaient derrière, observant. Et à ce moment, Thomas comprit la véritable leçon de ce voyage. L'amour n'est pas de ne jamais échouer. C'est de se relever après une chute. C'est de demander de l'aide quand on en a besoin. C'est de rester quand tout en vous veut fuir. C'est de transformer la douleur en croissance, la perte en amour, l'obscurité en lumière. Et il avait tout appris grâce à une femme humble qui était simplement restée lorsque tous les autres étaient partis. Cette nuit-là, lorsque Thomas coucha les filles, chacune dit quelque chose qui marqua son cœur à jamais. « Je t'aime, papa. Merci d'être resté. » Et il réalisa que c'étaient les mots les plus importants qu'il ait jamais entendus de toute sa vie. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Des histoires comme celle-ci nous rappellent qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, jamais trop tard pour être la personne que ceux que vous aimez ont besoin que vous soyez.